Les cabinets d'avocats sont-ils moins performants que les directions juridiques? On en parle tout de suite avec mon invitée, Samia Deben, fondatrice de Seeds Consulting. Samia Deben, bonjour. Bonjour. On a l'impression que les directions juridiques sont plus performantes que les cabinets d'avocats. On va voir si c'est vraiment le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les directions juridiques se transforment plus vite que les cabinets d'avocats? Est-ce que c'est le constat que vous faites? Alors, effectivement, il y a une accélération de cette transformation qui existe quand même depuis un certain temps, mais l'introduction de l'IA a vraiment bouleversé les choses. Les directions, elles se sont dotées d'outils de gestion des risques, de gestion des contrats, d'outils pour identifier la performance de leur direction. Et les cabinets sont un peu moins outillés sur ces sujets-là. L'autre point que je trouve intéressant, j'ai vu une information passer dernièrement dans un média qui doit être Business Insider, qui montre que le rôle stratégique des directions juridiques est de plus en plus fort. Vous avez un fonds de capital risque, un des premiers dans la Silicon Valley, qui s'appelle Menlo Ventures, qui vient d'associer sa directrice juridique, sa General Counsel, et qui montre qu'on est passé d'une fonction support à une fonction beaucoup plus décisionnaire, beaucoup plus stratégique au sein des organisations. Et là, c'est un fonds d'investissement, notamment. Et puis, on parlait également des Legal Ops, qui est une nouvelle fonction qui est en train d'arriver en France. Alors, elle n'est peut-être pas identifiée en termes de titre, mais en tout cas, la fonction existe. Dans les pays anglo-saxons, elle est beaucoup plus développée. C'est une fonction qui vient rationaliser, structurer la donnée au sein des directions juridiques pour améliorer son fonctionnement. Et donc ça, c'est assez nouveau et c'est en train de se répandre de plus en plus. Il y a un pilotage des process numériques un peu plus poussé dans les directions juridiques que dans les cabinets d'avocats, c'est un peu ça. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les tendances 2026, on voit qu'il y a une forme de maturité au sein des directions juridiques. On est passé d'une data rétrospective, c'est-à-dire qu'on analysait la donnée quand elle a été produite, et maintenant, on va être dans une data prospective. Donc, on va prendre des décisions, on va faire des scénarios avant en début d'année, et ça va conditionner, ça va vous donner des recommandations, et ça va même conditionner certains achats de prestations de services de conseil. Est-ce que cette différence de culture, on va dire, est-ce que ça impacte la performance, et si oui, de quelle manière? Alors, oui, effectivement. Vous voulez dire la performance des cabinets d'avocats? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, le sujet, c'est qu'il y a une vraie différence culturelle. D'un côté, vous avez les directions juridiques qui sont dans une culture de pilotage avec des indicateurs de suivi, des arbitrages sur le coût et la valeur. Et de l'autre côté, vous avez des cabinets d'avocats qui sont davantage... La valeur, pour eux, elle est davantage autour de la personne, de l'individu et de l'expertise individuelle. Et donc, la valeur, elle est calculée autour d'un taux horaire, qui est un temps homme, et en fonction de si vous êtes un senior ou un junior, ce temps homme va être plus ou moins important. Et donc, toute la relation, elle s'est plutôt construite autour de la confiance et de la réputation, et moins sur des outils de pilotage. Et donc, ça crée effectivement un fossé culturel, je dirais, entre les deux typologies d'organisation, et qu'il va falloir sans doute combler. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les directions juridiques pilotent beaucoup par la donnée, qui est une valeur plus lisible, plus prévisible. Oui. Pourquoi c'est devenu un enjeu stratégique pour les cabinets d'avocats? Alors, comme vous voyez, les directions, elles se transforment, et donc elles font venir des intermédiaires, les Legal Ops. Alors, parfois, c'est pas incarné par un Legal Ops, ça peut être un CIO, donc un Chief Information Officer ou un Chief Data Officer qui va s'occuper également de la donnée qui concerne les directions juridiques. Et donc, elles changent de langage. Et donc, de l'autre côté, et elles comparent, elles évaluent notamment. Et de l'autre côté, vous avez des cabinets qui, je pense, leur enjeu central va être une forme d'acculturation et d'apprentissage de ce langage. Alors, justement, face à ce constat, comment les cabinets d'avocats peuvent-ils s'adapter à cette nouvelle donne? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je lis beaucoup que le taux horaire, c'est terminé, il faut s'arrêter. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que ils disent que ça dégrade la valeur. Enfin,
un certain nombre d'acteurs et d'experts et expliquent que ça peut dégrader la valeur et que ça tire les prix vers le bas et que le langage est plus tout à fait le même avec vos interlocuteurs en face qui pilotent par la donnée notamment. C'est pas votre sentiment? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que le taux horaire, il est important pour un cabinet d'avocat parce que c'est celui qui va vous permettre de gérer votre activité, de définir si votre dossier il est rentable ou pas, si vos collaborateurs et les associés également. Et donc, c'est important pour piloter votre cabinet d'avocat. Cela étant, le taux horaire, c'est peut-être plutôt ça, je dirais, la différence. C'est qu'il faut arrêter le taux horaire. Aujourd'hui, il y a des modèles hybrides, et notamment ce qu'on appelle les alternative fee arrangements, qui sont des modèles de facturation un peu différents et hybrides. Alors, vous avez bien sûr le taux horaire, mais qui peut être encadré. Soit il est plafonné, soit il est unifié, c'est-à-dire que tout le monde a à peu près le même taux, c'est un taux moyen. Vous avez des forfaits structurés, donc soit par mission, soit par phase, c'est-à-dire chronologique. Votre client est capable de s'arrêter quand il veut, voire renégocier le dossier. Ça peut être également des forfaits par portefeuille, hein, et donc à l'intérieur d'un dossier, vous avez des dossiers qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins rentables. Et il y en a un que j'aime bien qui s'appelle le collar arrangement. De quoi s'agit-il? Alors le collar arrangement, c'est quand vous déterminez une fourchette de prix et quand vous dépassez cette fourchette ou quand vous atteignez pas cette fourchette, à ce moment-là, les deux parties, les clients et les cabinets, peuvent faire un effort chacun et donc sur la différence, ils font 50-50. Donc, vous avez vendu 50, vous avez fait que 40, et bien, ce sera 45. Pareil, vous avez fait 60, alors que vous avez prévu 50, et bien, ce sera 55. Pour terminer et revenir à la question de départ, est-ce qu'on peut vraiment dire que les cabinets d'avocats sont en train de se faire dépasser par les directions juridiques? Est-ce qu'on ne peut pas voir plutôt une opportunité pour les cabinets d'avocats de repenser leur modèle? Oui, sans doute, c'est bien évidemment une vraie opportunité pour les cabinets de repenser leur modèle. Cela étant, il y a un risque, je dirais, de fracture, une nouvelle fracture numérique, fracture IA. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre le train, évidemment, ils vont pouvoir s'asseoir aux côtés des directions juridiques et réfléchir à des modèles d'accompagnement un peu hybrides et différents. Et donc, ça ouvre la porte à de nouvelles opportunités qui sont très intéressantes. Il va falloir s'acculturer, se former et transformer les cabinets sur leur manière d'appréhender la donnée et d'accepter une forme de prédictibilité, même si la déontologie freine un peu sur ce côté-là, parce qu'elle encadre et elle a bien raison. Cela étant, il est toujours possible d'imaginer des modèles un peu hybrides, et sans doute c'est une opportunité pour certains, mais pour d'autres, ça va sans doute entraîner quelques difficultés de transformation. Brièvement, on est début 2026, vous voyez quoi dans l'année comme transformation, comme début de transformation? Alors, je vois l'arrivée des agents IA, donc les agents qui vont automatiser un certain nombre de choses, ils vont collecter de la donnée. On en a déjà parlé sur ce plateau avec des agents IA faits par des avocats. Exactement, donc ils vont collecter la donnée, la structurer, comparer, recommander, et ils vont rentrer dans ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire des chaînes à l'intérieur de l'organisation, donc des chaînes d'information, de décision, qui vont prendre des décisions toutes seules entre le service data, la direction financière et le juridique. Et donc ça va être vraiment très très nouveau. On va conclure là-dessus. Merci Samia Deben. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Seeds Consulting. Merci à vous, à bientôt. Tout de suite, on va parler de la relation travail avec la rupture conventionnelle.